Boss est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes, psychanalyste, ancien chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades et président de l'association Picler-Loxy France. Ça fait de très nombreuses années qu'il s'intéresse beaucoup aux bébés et à la clinique et au développement des bébés. Parce qu'il y a un truc qui s'est Et mis. donc, je vous présente son dernier livre qui est sorti cette année, Le bébé du sentiment d'être au sentiment d'exister, qui est édité chez RS. Et donc, je vais lui passer la parole. Eh bien, écoute, Dominique, merci beaucoup. Je commence tout de suite ou tu veux qu'on attende encore un petit peu? Comme tu préfères. Non, mais c'est comme tu le penses. Nous sommes 134 là. Oui, ben, c'est déjà pas mal, mais c'est parce que tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui… J'ai peur que ce Premier ministre soit très attrayant. Je ne sais pas ce qu'il a dit. S'il est plus attrayant que moi, ça commence mal, je vais être jaloux. Bon. Alors écoute, bon, je vais peut-être commencer quand même tout doucement, et puis s'il y a peut-être des gens qui nous rejoindront progressivement. Voilà. Donc moi, je voulais dire que vraiment, ça me fait très plaisir d'intervenir ce soir pour cette conférence. C'est un honneur, mais c'est vraiment un plaisir. Je remercie toutes les personnes d'Access qui ont contribué à cela. Dominique Morel, bien sûr, mais sans doute Marie Bonafé et d'autres. Je remercie Françoise Munier aussi d'assurer l'organisation technique de ça. C'est pas si facile en ce moment. Et je suis d'autant plus heureux que vraiment je regarde les travaux d'Access depuis longtemps. Enfin, Marie Bonafé le sait. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. J'avais aussi entendu, bien sûr, René Diatkin parler de la lecture avec les tout-petits. Même si mon titre, qui a été dévoilé par l'une de nos dernières arrivées, est un tout petit peu rose bonbon, ours en peluche collectif. En fait, je pense que l'accès à la culture, l'accès à la lecture pour les bébés, c'est pas du tout quelque chose de rose bonbon. C'est une problématique vraiment importante et très importante, surtout dans des contextes sociaux, culturels ou politiques difficiles, où il me semble que il ne s'agit pas simplement ni d'apprendre à lire, ni d'apprendre à peindre, ni d'apprendre je ne sais quel autre média. Il s'agit de se construire comme une personne respectueuse de sa propre pensée, mais respectueuse aussi de la pensée des autres. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu mon cheminement. Voilà, donc vraiment un grand bravo pour tout ce que Access fait et supporte. J'espère beaucoup, j'en ai parlé un petit peu avec Dominique et Marie déjà. J'ai fondé l'Institut contemporain de l'enfance dont le lancement va être fait dans les prochaines semaines et j'espère beaucoup qu'Access puisse être un partenaire actif de cette aventure qui sera une sorte d'espace de militance pour un soin psychique digne de ce nom et pour des enseignements, des formations, des recherches qui soient vraiment respectueuses de la personne, tout simplement. Voilà, donc cette invitation venait à point nommé pour moi. Et je vais être très centré sur la question du lien. Parce que quand on dit ours en peluche, on pense à Winnicott. Oui, Winnicott, je le dis en souriant comme ça, qui avait l'ours en peluche dans son nom. Hein. Winnie, c'est l'ourson, et Cott, c'est le berceau. Donc finalement, il a passé l'ensemble de sa vie et de son travail à explorer son patronyme. Pour moi, qui suis relativement peu lacanien, c'est quand même intéressant. Hein.
là le poids du signifiant. Winnicott, ça veut dire l'ours du berceau, et il en a exploré toutes les fonctions. Quand on dit ours en peluche, on pense objet transitionnel. La culture, c'est un peu plus large, c'est un phénomène transitionnel qui nous parle fondamentalement du lien. Et vous allez le sentir dans ce que je veux, dans ce que je vais dire, c'est que la question des liens et de la représentation des liens, c'est vraiment la grande affaire du bébé. La grande affaire du bébé, c'est la différenciation, comment se séparer tout en restant ensemble. Voilà. Et je crois que la culture, l'accès à la culture est un des domaines où cette dynamique peut vraiment se mettre en place, être ensemble dans les intérêts culturels et en même temps se différencier sans se lâcher, sans violence, sans rupture développementale et en respectant bien sûr le regard de l'autre sur le monde. Pour bon, Dominique vient de rappeler un petit peu mon trajet professionnel, mais je voudrais juste vous dire un mot de pourquoi le lien, la question du lien, et la culture est une forme de lien. Pourquoi est-ce que le lien est si présent dans mon travail ou dans ma pratique ou dans mes réflexions? C'est, en deux mots, quand j'ai commencé mes études de médecine, à l'époque, on peut plus aujourd'hui, c'est dommage d'ailleurs, mais enfin, on pouvait faire au début à la fois pédiatrie et psychiatrie. Et je savais que je voulais devenir pédopsychiatre, mais j'avais quand même envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de la maladie du corps chez les enfants. Et donc, j'ai au début fait un peu les deux cursus ensemble. Il y avait des stages communs qui le permettaient. Et puis après, je suis devenu pédopsychiatre et psychanalyste. J'ai travaillé d'abord à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a disparu maintenant, qui était dans le 14e arrondissement, tout près de l'Observatoire, là où Michel Soulet avait fondé l'une des premières consultations de pédopsychiatrie en France. Je dis toujours aux étudiants en souriant que les origines de la pédopsychiatrie française, c'est pas pareil dans tous les pays, mais en France, elles sont non seulement très psychanalytiques, mais très psychédéliques, puisqu'il suffit de retenir et de bien connaître LSD, Lebovici, Soulet, Detkin. Et le manuel de pédopsychiatrie qui avait fait référence à cette époque, on l'appelait entre nous le LSD. C'est vrai que c'était assez addictif d'ailleurs, parce que la lecture est très intéressante. Voilà. Et Michel Soulet donc, avait fondé une des premières consultations de pédopsychiatrie à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et lui aussi a travaillé beaucoup avec des pédiatres et beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance. Il était comme ça dans l'interface du corps et du socius. Il m'a appris vraiment ce que j'avais à l'époque besoin de savoir. Il m'a transmis énormément la clinique pédopsychiatrique et psychanalytique de l'enfant. Je lui en suis vraiment infiniment reconnaissant. Et c'était quand même malgré tout un service de pédopsychiatrie générale, avec des bébés, des enfants et des adolescents. Puis à l'Équerre, ensuite, ça a été pareil, un service de pédopsychiatrie générale, avec des bébés, des enfants et des adolescents. Mais quand même, en ce qui me concerne, et avec toute une série de collègues, bien sûr, je me suis vraiment investi dans trois domaines qui le développement précoce du bébé, on va en parler beaucoup aujourd'hui, la question de l'autisme et des autismes, des troubles du spectre autistique, comme on dit aujourd'hui, et sans doute parce que j'ai été nourri au lait conceptuel de Michel Soulet, je viens de le dire, je me suis beaucoup impliqué dans le domaine de l'adoption, et comme lui, donc, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur d'adoption, et puis j'ai aussi fait quelque chose qui m'a beaucoup appris, j'ai eu pendant quelques années la responsabilité du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, c'est-à-dire cette institution qui, depuis 2002, aide les demandeurs, les personnes nées sous X, comme on dit, c'est-à-dire nées sous secret et sous anonymat, à essayer de retrouver quelque chose de leurs origines et de leur histoire personnelle. Voilà, alors le bébé, l'autisme et l'adoption, évidemment, ce sont trois domaines distincts, mais ce qui fait lien, sans aucun jeu de mots, ce qui fait lien, c'est le lien. En effet, le développement précoce du bébé, on va en parler ce soir, pour moi, c'est vraiment la manière dont le bébé va mettre en place son appareil psychique. C'est en grande partie la manière dont il va mettre en place ses premiers liens et comment il va pouvoir se les représenter mentalement. L'autisme est une situation catastrophique dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens.
Et l'adoption est une situation un peu paradigmatique, un peu emblématique, particulière, où on peut étudier comment un enfant va mettre en place ses premiers liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui la vie durant comme ses parents. Voilà, donc le lien fait le lien entre ces trois domaines. Le lien, je ne dis pas que c'est une obsession, mais c'est vraiment un pivot central de mon travail. La manière dont les liens se mettent en place, la manière dont les liens se pensent, se représentent chez l'enfant, et la fonction, bien sûr, de ces différents liens. La culture supportant quelque chose de ces liens dont je parle. Voilà, donc pour moi, le lien est central et les phénomènes transitionnels, les objets transitionnels et les phénomènes transitionnels font partie de la problématique du lien. J'ai aussi envie de rappeler, bon, j'y insiste beaucoup dans le livre que Dominique a eu la gentillesse de signaler tout à l'heure, j'ai aussi envie de rappeler que même si le bébé est très humain, est très inachevé à la naissance. On pense même que le bébé humain est le bébé mammifère le plus inachevé qui soit à la naissance, le plus inachevé de tous les bébés mammifères. Si on veut faire savant, on dit qu'il est néotène, sa néoténie fondamentale, qui est très risquée, parce que le bébé, même à terme, même après 9 mois de grossesse, même s'il mesure 50 cm, même s'il pèse 3 kg, un nouveau-né à terme est extrêmement dépendant, extrêmement fragile, vulnérable, environnement dépendant, comme on dit aujourd'hui. Cette solution est très risquée et pourtant elle a été sélectionnée par l'évolution. Donc elle est sans doute aussi porteuse d'un certain nombre d'avantages. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que même si le bébé est très néotène, très immature au début, cet inachèvement premier est fondamental et fondateur. Jean Laplanche a développé toute sa théorie de la situation anthropologique fondamentale sur la composante, en se fondant sur la composante psychique de cette néoténie. Le bébé est très immature physiquement et psychiquement. Malgré tout, il a sa part à jouer dans son développement. Sa part active est peut-être petite au début, mais elle doit absolument être respectée. Et moi, c'est ce qui me passionne dans l'approche piclérienne. Je vois sur la mosaïque devant moi Myriam Ras, que je salue très chaleureusement, qui a été jusqu'à très récemment directrice de l'association Picler Loxy France, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps. Elle a été remplacée maintenant par Catherine Perrault, mais je crois qu'on a des souvenirs professionnels vraiment très, très chaleureux et très, très importants. Dans l'approche piclérienne, il y a qui m'impressionne beaucoup par une très grande éthique du développement, une éthique du soin, une éthique du sujet. Il y a cette idée, presque comme une sorte de pari, que aussi vulnérable, aussi immature que soit le bébé humain au départ, il a toujours sa petite part active à jouer dans ce qui va se passer. La phrase clé qu'on répète souvent, c'est « il faut que le bébé soit co-acteur de son propre développement ». Il n'est pas l'auteur de sa vie, comme le disait Paul Ricoeur, mais il peut en devenir le co-acteur et le co-écrivain dans les processus de narrativité en particulier. Voilà, donc pour la culture, ce point est important parce que la culture ne s'apprend pas, elle s'acquiert, et dans le mouvement du bébé vers les objets culturels, il y a quelque chose qui vient de lui, il y a quelque chose qui vient de nous, bien entendu, il faut lui mettre à disposition un certain nombre d'objets culturels, mais il y a aussi un mouvement qui part de l'enfant lui-même, aussi petit soit-il, aussi immature soit-il, il a sa petite part active à jouer dans le système. Et cette histoire-là, c'est pas le sujet de ce soir, donc je ne vais pas m'y étendre. C'est pas simplement quelque chose qui se joue sur le terrain psychologique, mais c'est quelque chose qui s'inscrit très profondément, même biologiquement, chez l'enfant, parce que cet inachèvement premier du bébé laisse une très grande place à ce qu'on appelle l'épigénèse, l'influence, l'environnement dans lequel on vit, et en particulier l'environnement culturel, a peut-être des effets même sur l'expression de nos potentialités génétiques, sur la liberté d'expression de nos potentialités en général. Voilà, donc l'enjeu il est vraiment développemental. Bien entendu, la culture, on peut aimer la culture
en soi, mais je veux dire, là, dans le cadre de cette conférence, on parle du développement précoce, les enjeux de l'accès à la culture ne sont pas simplement artistiques, littéraires ou autres, ce sont des enjeux développementaux, des enjeux sur la construction de la personne et l'inscription épigénétique de tout ce premier environnement. Voilà, donc c'est une première chose que je voulais dire, et peut-être pour conclure cette introduction, si je peux dire, rappeler que les pédiatres ont fait évidemment depuis longtemps maintenant, enfin surtout avec l'arrivée des antibiotiques et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pédiatres ont fait d'énormes progrès pour aider les enfants à naître de mieux en mieux physiquement. Les obstétriciens, les pédiatres, enfin la naissance physique des enfants a fait beaucoup de progrès, bien sûr, par rapport à autrefois. Mais je crois que tout notre travail, pas seulement les pédiatres, les pédopsychiatres ou les psychologues ou les psychanalystes, mais toutes les fonctions professionnelles impliquées dans la petite enfance, on a encore beaucoup de travail, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire pour aider les bébés à mieux naître, à naître de mieux en mieux psychiquement. La naissance physique et la naissance psychique ne sont pas toujours couplées, comme on le sait, et les enfants autistes en savent quelque chose. Ils ont beau être nés physiquement, la naissance psychique reste longtemps compliquée chez les enfants autistes typiques, en tout cas. Ce découplage est parfois extrêmement, extrêmement douloureux. Voilà, donc dans la question de cette naissance psychique, il y a la question des liens, il y a la question de l'autre, et comme je le disais tout à l'heure, la grande affaire, c'est la question de comment se différencier sans se lâcher trop. Comment être ensemble, comment rester ensemble tout en commençant à se différencier et à être différent. J'avance doucement parce que parce que j'ai envie d'avancer doucement et parce que cette question est quand même très émouvante. Le bébé a sa part à jouer et nous la nôtre. Alors, dans le petit livre que Dominique a montré tout à l'heure à l'écran, je pars de ce concept de Winnicott qu'en anglais, il a appelé le sense of being. Oui, Winnicott, on le sait, avait ce don de pouvoir parler des choses les plus complexes avec des mots très simples, des mots de tous les jours. Et les mots de tous les jours, sense of being, du verbe to be, être, il a approfondi ce concept, il en avait déjà parlé un petit peu auparavant, mais il a approfondi ce concept dans les 3-4 dernières années de sa vie. Il est mort en 71, c'est pas si vieux que ça, et dans les 3-4 dernières années de sa vie, il était assez âgé déjà, peut-être avait-il des angoisses de mort qui commençaient à être un peu plus pressantes. Il a approfondi ce sense of being, qu'on peut traduire en français, en anglais aussi, d'ailleurs, il a choisi to be, il n'a pas dit to exist, il a dit to be. Mais en français, on a effectivement la possibilité de dire soit sentiment d'être, de la continuité d'être, ou sentiment d'exister, ce qui est évidemment tout à fait différent. Le sentiment d'être, pour se sentir être, je résume un peu ma pensée, là, pour se sentir être, on a besoin de personne. Tout organisme vivant a probablement cette capacité de se sentir être, qui n'est pas une capacité réflexive. Se sentir être, c'est peut-être tout simplement ressentir, éprouver, vivre, le fait de vivre. Dominique m'a dit que j'avais le temps de parler tranquillement, juste un petit mot. Quand on regarde des échographies fétales, par exemple, quand on voit un fœtus qui vient se coller comme ça contre la paroi utérine, qui repart, qui revient se coller, qui repart, c'est incroyable, qui attrape le cordon ombilical, je ne sais pas comment il le sent d'ailleurs dans l'utérus, enfin il l'attrape, il le lâche, il l'attrape, il suce éventuellement son pouce, son doigt, des doigts, il y a eu des photos à sensation des fœtus suçant leur pouce, ça n'a sans doute pas la même fonction que chez le bébé, mais enfin quand même, on voit bien que là on a un organisme vivant qui ressent, qui vit, qui éprouve. Et c'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus
déjà difficile de se mettre dans sa tête propre, mais alors c'est encore plus difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus. Mais il est quand même plausible de penser que c'est un organisme vivant qui se sent vivre. Ça c'est parce qu'il est vivant, ça ne passe pas par l'autre. Encore une fois, se sentir être dans cette acception-là, ça ne passe pas, c'est préobjectal, c'est narcissique, ça ne passe pas par autrui. Tandis que se sentir exister, c'est une toute autre question. Dans exister, il y a ex, et Winnicott aurait pu aussi choisir le verbe to exist. Hein, le verbe existe en anglais. Dans exister, il y a ex, qui fait référence à l'extérieur, qui fait référence à l'autre, qui fait référence à l'environnement. Se sentir exister passe par l'autre, passe par le travail psychique de l'autre, par le regard de l'autre, ce que l'autre nous renvoie sur nous-mêmes. Et ce passage du sentiment d'être, qui est préobjectable, au sentiment d'exister, qui passe par le fonctionnement psychique de l'objet, qui est objectal, et je vois là vraiment tout l'enjeu de la qualité des soins précoces. Notre travail, alors via la culture, mais pas seulement, notre travail, c'est d'aider les bébés à passer du sentiment d'être au sentiment d'exister, sans violence, sans rupture trop brutale, sans discontinuité, sans traumatisme développemental. Et autrement dit, il faut que l'objet qui est en relation avec l'enfant apparaisse doucement, progressivement, de manière non intrusive, de manière non violente, de manière acceptable par le bébé. De plus en plus, on pense qu'au tout début de la vie, la question de l'objet ne se pose pas tout de suite pour le bébé, qui se gît dans un grand tout, un petit peu à soi seul, et il va falloir que l'objet apparaisse, mais que l'objet apparaisse de manière acceptable, douce, progressive, graduelle. Ça ne met pas des années, évidemment, ça va quand même assez vite, mais dans ce assez vite, il faut que ce soit progressif et graduel. C'est le passage du sentiment d'être au sentiment d'exister. Encore une fois, je pense que l'approche biclérienne du développement précoce est très favorable à cette entrée en scène de l'autre et de l'objet sans que ce soit une rupture ou une trop grande discontinuité. Voilà, donc quand on parle vite, on peut dire soit différenciation, soit séparation. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. La différenciation, c'est un stade même préalable à la séparation proprement dite. Et entre le moment où l'objet n'existe pas encore pour le bébé et le moment où l'objet, c'est-à-dire l'autre, va vraiment exister, il y a toute cette période d'être ensemble en s'écartant doucement, où il y a un pressentiment de l'objet qui s'annonce. Mais vous voyez, tout ça doit être assez graduel et doux surtout. Tout ce que je vous dis là, avec des mots simples aussi, je crois, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'intersubjectivité. Je ne vais pas être trop technique là à 6 heures du soir, parce que ça serait encore plus indigeste que mon rival, M. Castex. Mais quand même, l'accès à l'intersubjectivité, et c'est là que les phénomènes transitionnels vont prendre leur fonction. L'accès à l'intersubjectivité, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus qui vont permettre au bébé, à un moment donné, plus ou moins vite, peut-être selon les bébés, selon les circonstances, je ne sais pas, plus ou moins vite de ressentir, d'éprouver. Là aussi, je prends des termes plus affectifs que véritablement cognitifs, parce que je pense que l'enfant va le sentir avant de le savoir, intellectuellement parlant. De pouvoir ressentir, éprouver, vivre le fait que lui et l'autre, ça fait deux, que l'autre existe au dehors de lui, que quelque chose d'autre que lui existe, qu'il n'est pas tout à lui tout seul, qu'un autre que soi existe, et qu'entre les deux, il y a un écart qu'on appelle justement l'écart intersubjectif. Ce n'est pas encore de la séparation, mais c'est de la différenciation. Et dans ce mouvement d'accès à l'intersubjectivité, il y a en fait une double facette. Il y a creuser l'écart intersubjectif pour pouvoir s'écarter un petit peu, se différencier, mais en même temps que cet écart se creuse, il faut que des liens se tissent pour rester ensemble. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans la séparation, là. On est dans la distanciation.
Il faut que l'écart se creuse, mais il faut rester ensemble, mais un petit peu plus à distance. Il faut arriver à se détacher sans s'arracher, à se lâcher sans se perdre, et surtout sans s'arracher. Et je prends souvent, quand je parle de ça, l'exemple de l'araignée au plafond. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas parfait d'ailleurs. Et si vous imaginez une araignée au plafond, si elle veut aller par terre, elle se lâche, elle se jette pas par terre. Elle tisse des fils, elle descend, elle descend, elle descend. Puis quand elle est arrivée par terre, bien sûr, elle est séparée du plafond qu'elle a quitté, mais elle reste reliée au plafond qu'elle a quitté par des liens qu'elle a elle-même sécrétés. Et si elle veut ou si elle doit remonter au plafond, c'est assez difficile de faire la différence entre les besoins et les désirs des araignées. En tout cas, s'il faut qu'elle remonte au plafond, elle va remonter le long des fils qu'elle a elle-même sécrétés. Et c'est d'ailleurs un très bon modèle de la régression, qui étymologiquement veut dire faire marche arrière. Alors, je crois que c'est exactement ça entre le bébé et les adultes. L'exemple n'est pas très bon parce que dans cet exemple de l'araignée, le plafond ne fait rien. Alors que dans la question de la différenciation entre l'adulte et le bébé, il faut s'écarter les uns des autres, mais les liens qui vont être tissés pour quand même rester ensemble, ils sont co-sécrétés par le bébé et par les adultes qui prennent soin de lui. Je pense aux parents, bien sûr, mais aux professionnels aussi. Hein. Parce que quand, des professionnels, il y en a toujours, même s'il y a des parents, tandis que des parents, il n'y en a pas toujours. Alors, disons les adultes qui prennent soin du bébé, les liens vont être co-sécrétés par le bébé et par les adultes qui prennent soin de lui. Et ces liens, c'est ces liens-là qui nous permettent au bébé et à l'adulte de rester ensemble tout en commençant à être différents. C'est ça la différenciation, c'est pas de la séparation. On est encore ensemble, mais déjà on se distingue les uns des autres. C'est vraiment un mouvement fondamental, fondateur, très, très, très important. Et je ne vais pas, bien sûr, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est quoi ces liens? Ces liens, on pourrait dire, maintenant qu'on se connaît depuis un quart d'heure, que c'est quoi ces fils préverbaux de l'araignée? Ben, c'est tout ce que la pédopsychiatrie, tout ce que la psychiatrie du bébé nous a appris depuis maintenant 30 ou 40 ans, grâce à Soulier, grâce à Lebovici, grâce à Gatkin, grâce à Stern, grâce à tout le monde. Hein. C'est, par exemple, l'attachement. L'attachement, c'est préverbal, mais c'est un lien de communication. C'est l'accordage affectif de Stern qui permet à la mère et au bébé, par exemple, d'être en phase émotionnelle, même en deçà des mots. C'est les phénomènes d'imitation immédiate entre l'adulte et le bébé. C'est l'empathie, tout le système des neurones miroirs. S'il y a des psychomotriciennes dans la salle, c'est le dialogue tonique d'Henri Vallon, ou le dialogue tonico-émotionnel de Juliane de Ajuriaga. Et si pour les psychanalystes, pour nous, ce serait les identifications projectives normales, pas tellement les identifications projectives kleiniennes, qui sont plutôt dans l'ordre de la pathologie, mais les identifications projectives normales que Bion a décrites comme mécanisme de communication préverbale physiologique entre la mère et le bébé n'a pas les mots, chacun va mettre quelque chose de lui, projeter quelque chose de lui dans la tête de l'autre, et il y a tout ce détour par l'autre qui est un mode d'être ensemble déjà en deçà des mots. Voilà. Et il faut que tous ces liens-là fonctionnent pour qu'un jour le langage arrive, le langage étant un aspect de la culture. Hein. C'est pour ça que je me permets déjà d'aborder cette question. Il n'y a pas que le langage dans la culture, mais le langage est évidemment est un phénomène culturel fondamental. Et vous voyez, ça veut dire aussi, en passant, que quand on s'intéresse aux troubles du langage, et je pense en particulier aux troubles spécifiques du langage, à ce qu'on appelait autrefois les dysphasies, enfin les troubles graves du langage, René Viatkin y avait beaucoup contribué. L'origine des troubles du langage est à chercher bien avant l'époque des mots. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tous ces liens primitifs, dans tous ces fils préverbaux de l'araignée pour que le langage ne puisse pas advenir? Si les enfants autistes ne parlent pas, ce n'est pas une question de bouche, de lèvres, de langue ou de je ne sais quoi. C'est parce que pour eux, l'autre n'est pas encore suffisamment représenté, stabilisé dans leur tête pour qu'ils puissent y penser ou s'adresser à lui. Mais l'origine des grands troubles de la communication et du langage en particulier doit être cherchée dans des temps bien plus précoces que la période des mots
proprement dit. Et si tout va bien, alors le langage arrivera. Je terminerai sur cette partie-là là-dessus. Et le langage, j'allais dire, c'est très très beau. Je ne sais pas si c'est une question d'esthétique. Une des grandes forces du langage, en tout cas, c'est à la fois de marquer l'écart intersubjectif et à la fois de le masquer. Ça, c'est très, très fort dans le langage. Il n'y a qu'une lettre de différence entre marquer et masquer, mais évidemment, ce sont deux mouvements contraires. Pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, ou plutôt quand je parle à quelqu'un, à vous par exemple ce soir, enfin n'importe quand dans la vie, quand je parle à quelqu'un, même si c'est pour lui dire qu'est-ce qu'on se comprend bien, qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on est proche, qu'est-ce qu'on s'entend bien, le fait que je lui parle, ça veut dire, toi et moi, c'est pas pareil. Toi et moi, ça fait deux, parce que c'est une lapalissade que je rappelle, pour pouvoir penser à l'autre et pour pouvoir parler à l'autre, encore faut-il que je ne sois pas confondu avec l'autre, que l'autre soit un autre pour moi et dans mes représentations, qu'il ait une représentation suffisamment affinée et stabilisée. Tant que je suis confondu, englouti, fusionné dans l'autre, je ne peux ni penser à l'autre comme un autre, ni parler à l'autre, ça va de soi. Seulement, il faut en tirer vraiment les conséquences. Chaque fois que je parle à l'autre, c'est donc un constat d'écart intersubjectif. Même quand je dis je t'aime, ça c'est plus triste. Parce que quand je dis je t'aime, je rêve de fusion, physique ou psychique, mais le fait que je dise je t'aime signifie toi et moi, ça fait deux. Et il n'y a pas moyen d'en sortir. Sauf si, alors on dit parfois les plus belles histoires d'amour sont muettes. La phrase véritable, ce serait les plus belles histoires d'amour fusionnelles sont muettes. Parce que dans la fusion, effectivement, je ne peux ni penser à l'autre comme un autre, ni parler à l'autre comme à un autre. Mais les plus belles histoires d'amour, en tout cas, après chacun ses goûts, hein, mais moi je crois c'est des histoires d'amour qui par moments sont fusionnelles et donc silencieuses, nécessairement silencieuses, et des moments de diffusion, ne serait-ce que pour pouvoir dire je t'aime, mais quand on dit je t'aime, à la fois on marque l'écart intersubjectif, on rêve de fusion et on signe la diffusion. Il n'y a pas moyen d'en sortir, je trouve que c'est une très grande force du langage et de la culture probablement. La culture aussi, enfin le langage en est un aspect, la culture aussi constate un écart, prend acte d'un écart intersubjectif et en même temps cherche à le compenser, à le colmater, à le combler. Voilà, alors cette question de l'accès à l'intersubjectivité, du sense of being, du passage qu'il faut espérer graduel et doux du sentiment d'être au sentiment d'exister, les phénomènes transitionnels dans leur ensemble, les objets transitionnels et la culture en particulier font partie des moyens qui permettent d'aller dans cette direction développementale. Un deuxième point que je voudrais évoquer maintenant, c'est la question très importante aussi des apprentissages. Parce que quand on parle culture, on s'imagine tout de suite qu'on va apprendre à lire, qu'on va apprendre la peinture, qu'on va apprendre le modelage, qu'on va apprendre la sculpture, qu'on va apprendre la pâte à sel, qu'on va apprendre je ne sais pas quoi, la culture. Il y a une vraie question qu'il faut quand même aborder un petit peu, c'est est-ce que les premières acquisitions sont des apprentissages? Et la culture, à mon avis, fait partie des acquisitions précoces. Enfin, en tout cas, tout mon exposé est un plaidoyer pour ça. Et personnellement, j'insiste souvent sur le fait que les premières acquisitions ne sont pas des apprentissages. Là aussi, l'approche piclérienne apporte beaucoup à cette réflexion. Les premières acquisitions viennent du dedans. Par exemple, moi, est-ce qu'on apprend aux enfants à dire « je » ? Est-ce qu'on apprend aux enfants à dire « oui » ? Si je savais apprendre à des enfants à dire « je » ou à dire « oui », j'aurais peut-être un peu moins de mal que je n'en ai dans les traitements d'enfants autistes. Le « je » et le « oui », ils surgissent, ils surviennent, ils adviennent quand quelque chose est mûr au niveau de la construction de l'enfant. On peut peut-être le favoriser, mais on ne peut pas apprendre à dire « je », ce serait une espèce de conditionnement opératoire qui n'a aucune valeur relationnelle. Les enfants découvrent assez facilement le non tout seul, mais le oui,
le oui surgira aussi quand quelque chose sera mûr. Et alors, de ce point de vue-là, Geneviève Hague, qui est une grande observatrice de bébés, une grande thérapeute d'enfants autistes, a beaucoup insisté sur ce qu'elle appelle la crise des 2 ans et demi. La crise enfin, à peu près, en moyenne. Certains enfants, ils sont à 2 ans, d'autres, ils sont à 3. C'est une moyenne un peu statistique. Mais vers 2 ans et demi, il y a un mouvement, disons, développemental qui est assez facile à repérer parce que c'est une époque où arrivent à peu près ensemble le je, le oui et la capacité de dessiner des ronds fermés. Donc c'est quand même facile à repérer. Le moi, moi commence à se transformer en je. C'est pas le jour même les 3 choses ensemble. Enfin, à peu près à la même époque, le moi se transforme en je, le oui commence à apparaître. Il y a eu le non. Entre les deux, il y a eu le si, puis après il y a le oui, bon, et le oui. Et puis tout d'un coup, on voit des ronds qui commencent à se fermer dans le dessin des enfants. Et Geneviève me dit ça, c'est une étape très importante parce que ça prouve que quelque chose s'est bien fermé, formé et fermé, que l'enfant sent que son monde interne est bien clos. Elle emploie un mot un peu technique, elle parle de la sphinctérisation du moi corporel, c'est-à-dire que l'enfant a construit ses enveloppes psychiques et il sent que son espace interne, son monde interne, est bien contenu et bien distinct de l'extérieur, le dedans, le dehors, tout ça est mis en place, les enveloppes psychiques se sont construites. Et à partir du moment où les enveloppes psychiques sont construites, alors on peut dire je, parce que moi, je. Alors on peut dire oui, parce que jusque-là, sinon c'est dangereux. Dire oui, c'est accepter que quelque chose de l'autre pénètre en soi. Donc tant que le monde interne n'est pas bien enclos, ça peut être une source une menace, un risque à prendre. Et puis avec le dessin, l'enfant commence à mieux maîtriser le graphisme et chaque fois que l'enfant maîtrise une nouvelle fonction, alors il s'en sert pour nous récapituler quelque chose des étapes précédentes de son développement. Et quand il obtient, quand il commence à mieux utiliser son crayon, alors si on veut faire chic à l'école, on dit s'il utilise mieux son outil scripteur, hein, et bien, quand il utilise mieux son outil scripteur, il va pouvoir en profiter pour dessiner un rond, comme s'il voulait nous rappeler que jusqu'à maintenant, c'est pas tellement qu'il tenait bien ou mal le crayon, c'est que les enveloppes psychiques n'étaient pas fermées. Et que maintenant, elles sont fermées. Et donc maintenant, il peut dire oui. Et donc maintenant, il peut dire je. Et alors, il va être prêt pour les apprentissages. Et il y a eu à plusieurs reprises des débats souvent passionnels, vous savez, sur l'âge pour aller en classe. Et Geneviève Hague disait, tant que cette crise des 2 ans et demi n'est pas vraiment résolue, on n'est pas encore dans les apprentissages parce que accepter quelque chose qui vient de l'extérieur est compliqué, menaçant, un peu risqué. On est d'abord, l'étape avant, c'est l'étape des acquisitions, de la marche. La marche ne s'apprend pas non plus, elle s'acquiert. On n'apprend pas. On dit souvent apprendre à marcher, mais c'est pas sûr que ce soit un apprentissage. On dit parfois apprendre à parler, c'est pas sûr non plus que ce soit un apprentissage. On peut apprendre des mots pour augmenter le lexique, mais je suis pas sûr qu'on apprenne à parler. L'enfant va aller chercher aussi quelque chose à l'extérieur. Et le même raisonnement est à propos de la lecture. Est-ce qu'on apprend à lire ou est-ce qu'on acquiert la capacité de lire? Ce qui est tout à fait différent. Je vais y revenir à propos de la transitionnalité. Voilà, donc avant cette crise des 2 ans et demi, c'est plutôt la période des lieux d'accueil où on va travailler sur la construction d'un sentiment de sécurité chez l'enfant, l'aider à construire ses enveloppes psychiques, à se sécuriser dans son monde interne, et après, il pourra aller chercher à l'extérieur. Alors, donc, puisqu'il a fallu légiférer sur un âge pour aller à l'école, c'est 3 ans qui a été choisi, et ça, c'est pas trop mal, parce que, bien sûr, certains enfants résolvent leur crise de 2 ans et demi avant 3 ans, voilà. Mais à 3 ans, on peut estimer que la plupart des enfants ont dépassé cette phase-là et qui sont prêts à aller à l'école pour recevoir des choses qui viennent de l'extérieur. Et ceux qui étaient prêts avant, écoutez, ma foi, la vie est longue en principe, et je crois qu'aller à l'école n'est pas à 6 mois près malgré tout. Voilà, c'est pourvu qu'on ait des lieux d'accueil
préscolaire qui soit de quantité et de qualité suffisante, évidemment. Et ces deux combats différents, il nous faut à la fois des lieux d'accueil de quantité, en quantité et en qualité suffisante avant la crise de 2 ans et demi, et il faut des écoles maternelles, des classes maternelles, également en quantité et en qualité suffisante après la crise de 2 ans et demi. Mais je ne crois pas que mettre les enfants à l'école de manière précoce puisse résoudre les deux problèmes à la fois. Voilà, alors tout ça pour dire que la culture ne s'apprend pas, et que la culture s'acquiert, et qu'il me semble que si on met à la disposition des enfants des objets culturels suffisamment tôt, suffisamment attrayants, et pas non plus en nombre infini, parce que dans la liberté de l'enfant, la liberté motrice de l'enfant, son activité autonome, il faut qu'il puisse faire ses expériences, se diriger vers ceci ou vers cela. Et il faut vraiment respecter un mouvement qui vient de lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aussi néotène soit-il, il est coacteur de son propre développement, et l'enfant doit être coacteur de cette recherche culturelle. On doit lui mettre à disposition un certain nombre d'objets d'intérêt culturel, mais ce n'est pas de l'ordre de l'apprentissage, c'est pour stimuler son mouvement qui vient du dedans et qui va aller le pousser vers l'exploration de tout cela. Je ne vais pas le détailler ce soir, mais ça rappelle énormément les travaux de Maria Torok sur la pulsion d'introjection, une des psychanalystes françaises, une des psychanalystes qui s'est beaucoup intéressée à la pédagogie et qui rejoint d'un certain point de vue l'approche piclérienne. Il y a quelque chose qui vient de l'enfant lui-même, tout ne vient pas du dehors, même dans la question de la culture. Alors pourquoi est-ce que la culture peut être considérée comme un phénomène transitionnel ? Le nounours, c'est un objet transitionnel, mais le nounours, il fait partie de tout un ensemble de phénomènes transitionnels, et la culture est évidemment fondamentale. Parce que la culture va, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois marquer et masquer les caractères subjectifs. C'est-à-dire qu'elle va permettre une différenciation non traumatique, non abrupte, non intrusive. Je vais prendre quand même l'exemple de la lecture, parce que c'est peut-être celui qui est le plus parlant pour un certain nombre de personnes ici. Mais lire avec les bébés, j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, c'est un objectif formidable qui va bien au-delà de simplement apprendre à lire. Et encore une fois, je crois qu'une grande partie de la lecture s'acquiert plus qu'elle ne s'apprend. Mais c'est quelque chose qui va bien au-delà, parce que c'est quelque chose qui va permettre à l'enfant de se différencier tout en restant ensemble et tout en découvrant quand même que lui et l'autre peuvent avoir un monde interne différent. Et que chacun puisse respecter le monde interne de l'autre, partager des émotions, mais aussi découvrir des différences. C'est pour ça qu'on a mis comme sous-titre avec Dominique une découverte de l'autre, une prévention de l'intolérance et de la violence. D'ailleurs, avant que je m'explique un peu plus sur ce que je viens de dire, je crois que tout le monde sera d'accord pour remarquer que l'intolérance est vraiment souvent le fruit de l'inculture. La culture fait le lit de l'intolérance. Dans mon champ à moi, je ne parlerai que, par exemple, que de l'autisme. L'autisme, je veux dire, les débats sont devenus impossibles parce que nos adversaires n'ont pas lu une ligne de ce que nous écrivons ou de ce que la psychanalyse a écrit sur l'autisme. Donc le débat est quasiment impossible et le fanatisme augmente, ça devient polémique, passionnel. C'est difficile de débattre si chacun n'a pas un mouvement de curiosité vers ce que l'autre pense. L'inculture ne peut que nourrir l'intolérance dans des débats pédopsychiatrique comme celui-ci, et puis c'est vrai dans la religion, et puis c'est vrai dans la politique. Je veux dire, si on n'est pas un tout petit peu ouvert au point de vue de l'autre, pas forcément pour y adhérer, mais pour le comprendre, ça ne peut que mal finir. Donc la culture est une prévention de l'intolérance et un outil quand même pour travailler la question du respect de la vie psychique de l'autre. J'en redis encore un mot parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et dont je souffre encore beaucoup. Les attaques contre la psychanalyse dans l'autisme, c'est vraiment,
on a affaire parfois à des gens qui ont été vraiment contaminés par l'autisme. C'est-à-dire que la pensée de l'autre n'a plus aucune place. C'est l'autisme qui pénètre même nos processus de pensée. Il n'est pas contagieux au sens viral, l'autisme, mais il y a une pénétration agile de la psychopathologie dans nos modèles de pensée. Les conflits permanents entre les comportementalistes et les thérapeutes, c'est comme une reprise des clivages sensoriels entre le dur et le doux des enfants autistes eux-mêmes. On est happé, si on ne fait pas attention, on est happé par l'objet par ce qu'on étudie ou par ce dont on parle. Voilà, donc je ne saurais pas, il y aurait encore bien d'autres façons de le dire et de le redire, mais je pense vraiment que la culture, c'est un risque d'intolérance et de fanatisme incroyable. Donc c'est aussi pour ça que aider les enfants à acquérir la culture est une prévention à long terme très, très, très importante. D'ailleurs, j'aurais dû le dire plus tôt, mais avec Evelio, qui est quelque part là dans la mosaïque, voilà, là-haut, on a été tous les deux impliqués dans un programme qui a été mis en place il y a 1 an ou 2 par la DFPE, la Direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris, un programme qui s'appelle Langage, langue et culture, et qui était un programme de travail, d'échange, de réunion, de réflexion pour réfléchir à toutes les initiatives importantes, créatives, nécessaires pour que les professionnels de terrain, dans les différents lieux d'accueil du très jeune enfant, puissent justement l'aider à avancer vers la culture. C'est un programme de recherche, de réflexion qui a été un peu suspendu par le Covid. On en parlait tout à l'heure avec Evelio, c'est dommage, j'espère que ça reprendra. Mais on voyait déjà, Marie-Rose Moreau y a participé également pour la question transculturelle. Et on voyait déjà les initiatives extrêmement intéressantes qui sont prises à droite et à gauche pour aider ce chemin de l'enfant vers la culture. C'est vraiment ça dépasse. C'est pas la question de l'érudition, hein, c'est la question d'aider l'enfant à devenir une personne digne de ce nom, qui se respecte et qui respecte les autres, comme je l'ai déjà dit. Alors, je vais quand même prendre l'exemple de la lecture, hein, et pour bien montrer que la lecture est un phénomène transitionnel. Hein, et lire avec les bébés, enfin, je pense que je ne fais que prêcher des convaincus, mais l'objectif de lire avec des bébés n'a rien à voir véritablement avec le fait de leur apprendre à lire. Si ça les aide, tant mieux, mais c'est en plus et de surcroît. Lire avec les bébés, c'est les aider vraiment à se construire comme une personne distincte et une personne respectueuse de l'autre. Alors, je voudrais attirer l'attention sur 3 points. Le premier, c'est évidemment la fonction narrative. La narrativité, elle n'est pas que verbale. Elle commence chez les enfants très tôt par tout ce qui est la mise en lien d'un certain nombre de choses. Il y a une narrativité qui est sensorielle. La narrativité sensorielle, c'est un bébé éprouve du froid, un bébé ensuite éprouve du chaud. Et pour que les 2 expériences ne restent pas disjointes, il faut qu'avec lui, quelqu'un pense le lien qui existe entre le froid et le chaud. Le froid, c'est le contraire du chaud. C'est une ébauche, c'est un tout petit germe de narrativité. On appelle ça une narrativité sensorielle. Puis une narrativité comportementale. On raconte des choses avec le corps, je ne vais pas y insister trop. Et puis, au bout de quelques temps, dans la 2e année de la vie, ça dépend des bébés, apparaîtra la narrativité verbale, le moi verbal, comme dit Daniel Stern. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que la narrativité, c'est pas une fonction neurologique. Il n'y a pas une zone cérébrale qui est dévolue à la narrativité et qui va se développer quoi qu'il arrive. La narrativité, elle se co-construit avec les adultes
pour qu'un bébé accède à la narrativité, il faut qu'il soit pris dans des relations, des interactions avec un adulte qui est lui-même une capacité narrative, qui raconte des histoires, qui raconte à l'enfant sa propre histoire. Enfin, comme on le sait, les enfants ont besoin d'une histoire médicale, d'une histoire biologique, d'une histoire génétique, mais ils ont aussi beaucoup besoin qu'on leur raconte des histoires, parce que c'est dans l'interaction qu'ils vont pouvoir mettre en place les bases de leur narrativité, qui n'est pas encore une fois une fonction neurologique, mais qui est une aptitude particulière. Et aucun enfant ne mettra en place sa narrativité, et donc son appétence à l'historicisation, sans être en lien avec des adultes qui ont cette appétence. Mais quand même, le bébé a sa part à jouer, et un bébé qui va bien, a le pouvoir de faire que les adultes lui racontent des histoires. Et il a aussi le pouvoir, si l'adulte est disponible, et il a le pouvoir aussi de faire que l'adulte lui raconte son histoire, si c'est possible. Donc la narrativité, dans la lecture, il y a cet aspect narratif, c'est une première chose. Mais lire avec les bébés, c'est aussi travailler ce qu'on appelle les moments d'attention conjointe. Et ça, c'est vraiment très important. Les moments d'attention conjointe. Attendez, il y a un bruit de fond chez moi, je m'absente 10 secondes. Oui, excusez-moi. Les moments de lecture avec un bébé sont des moments d'attention conjointe où le bébé va regarder là où l'adulte regarde. Et c'est un moment développemental extrêmement important parce que quelque part, ça vient signer l'accès à l'intersubjectivité dont je parlais tout à l'heure. Les bébés à risque autistique doivent être dépistés de plus en plus tôt, et les bébés à risque autistique, c'est-à-dire des bébés qui ont du mal à entrer dans l'intersubjectivité, ont justement du mal à regarder là où l'adulte regarde. Je ne vais pas vous détailler ça, mais dans la deuxième année de la vie de l'enfant, il y a un test qui est très connu parmi les pédopsies, le CHAT, la Checklist for Autistic Toddlers. C'est un outil, un questionnaire qui cherche à voir où en est l'enfant par rapport à l'intersubjectivité. Et il y a 3 items qui sont très importants. C'est des questions qu'on pose aux parents et des questions aussi que le professionnel peut répondre, auxquelles le professionnel peut répondre. Et il y a un premier item qui est est-ce que l'enfant a un pointage proto-déclaratif? Pointage proto-déclaratif, c'est un mot qui paraît technique, mais vous allez voir, dans le cadre de la lecture, c'est intéressant. Les enfants, quand ils commencent à pointer, ils peuvent montrer du doigt quelque chose pour le demander, parce qu'ils ont envie de cet objet-là. Donc là, on parle de pointage impératif. Ils ont un pointage aussi qui va être nominatif, quand ils veulent savoir comment quelque chose s'appelle ou dire quelque chose. Et ce qui est plus subtil, c'est le pointage proto-déclaratif. C'est-à-dire, ils montrent quelque chose, c'est pas tellement la chose qu'ils montrent qui importe, c'est ils ont envie de montrer à l'adulte qu'ils montrent quelque chose, montrer qu'on montre. Il y a un proverbe hindou qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et bien là, c'est pas du tout l'imbécile. L'enfant montre quelque chose, et plus encore que de montrer vraiment l'objet, ce qu'il a envie de faire remarquer à l'adulte, c'est qu'il est en train de montrer quelque chose et que quelque chose l'intéresse. Proto-déclaratif, c'est avant la parole. C'est très intéressant, c'est très subtil parce qu'il faut l'observer et le ressentir. L'enfant montre moins l'objet proprement dit que le fait que cet objet l'intéresse. Et ça en soi, c'est un témoin d'accès à l'intersubjectivité fondamentale. Parce que ça veut dire, si l'enfant a le désir de montrer à l'adulte que quelque chose l'intéresse, c'est qu'il a compris que l'adulte et lui ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses au même moment.
Donc ça montre qu'à ce moment-là, il commence à distinguer le monde interne de l'autre et le sien. Si je veux que l'autre sache ce qui m'intéresse, il faut que je le lui montre, parce que dans la tête de l'autre, il n'y a pas forcément exactement la même chose que dans ma tête à moi, en termes de désir, en termes d'affect, en termes d'émotion. L'inverse de ça, c'est le suivi du regard. Quand un adulte, vous allez voir à quel point tout ça est important dans la lecture, quand un adulte regarde un livre, par exemple, lit un livre avec un bébé, et que l'adulte montre son plaisir. D'ailleurs, il faut que ce soit un vrai plaisir. Hein. Ce n'est pas un plaisir sur commande, sinon ce n'est pas la peine d'aller lire avec les bébés. Il faut que ce soit vraiment ressenti. Hein. Ce qui est compliqué, ça d'ailleurs, parce que les professions de la petite enfance ne sont pas si valorisées que ça. Et donc, on a un message paradoxal de dire aux gens, non seulement vous allez vous occuper des bébés, deuxièmement, vous êtes mal payé, et troisièmement, il faut le faire avec plaisir. Bon, ben, je veux dire, c'est pas toujours si simple. Voilà. Mais dans la formation, il y a aussi cette capacité de pouvoir oublier peut-être les conditions sociales et financières dans lesquelles on se trouve, parce qu'on prend du plaisir dans le lien avec le bébé. Et si l'adulte vraiment, c'est la question du plaisir partagé. Et René Dietkin, que j'ai déjà cité tout à l'heure, disait tout le temps, la question des acquisitions et des apprentissages, sans plaisir partagé, c'est même pas la peine d'y penser. La notion de jeu et de plaisir partagé est essentielle. Voilà, donc si l'adulte devant un livre montre son plaisir en parlant de l'image, quelque chose qu'il ressent, quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est triste, l'enfant, en principe de 15 mois, 18 mois, va commencer à pouvoir aller regarder là où regarde l'adulte, ce qu'on appelle le suivi du regard. Et ça aussi, c'est un très bon témoin de l'accès à l'intersubjectivité, parce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'adulte, mais peut-être il y a quelque chose de différent que ce qui est dans ma tête à moi, et donc il faut que j'aille voir qu'est-ce qui le fait pleurer, qu'est-ce qui le fait sourire, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Voilà. C'est un deuxième item du chat qui est un très bon témoin aussi de l'intersubjectivité. Et puis, le troisième item, c'est les jeux des faire-semblant. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais quand même, c'est important. Les jeux de faire-semblant, vous allez voir dans cette échelle-là, je m'excuse d'insister un petit peu sur le dépistage de l'autisme, mais les enfants autistes nous ont appris beaucoup de choses. Dans les jeux de faire-semblant, ce test, le chat est un outil anglais qui a été inventé par les cognitivistes. Bon, ben, c'est pas grave, ils ont fait quelque chose de bien là. Et il y a par exemple la question, est-ce que votre enfant a déjà fait semblant, en jouant à la dinette, de préparer du thé? Ça a été inventé en Angleterre. Et quand on a traduit ce test en France, à très juste titre, les traducteurs ont dit, est-ce que votre enfant, dans ses jeux à la dinette, ont déjà fait semblant de jouer à préparer du café? Voilà. Parce que ce qui compte là, et c'est en ça que c'est un item d'intersubjectivité, c'est que la question est de faire plaisir à l'autre. Si on posait la question, est-ce que votre enfant a déjà joué à préparer un biberon? C'est une question intéressante aussi, mais ça ne parlerait que de son plaisir à lui. Tandis que là, quand on demande est-ce qu'il a fait semblant de préparer du thé ou de préparer du café, on est dans le troisième temps de la pulsion, enfin je vais pas détailler ça, mais en tout cas, l'enfant cherche à faire plaisir à l'autre. Et donc là aussi, c'est un témoin d'intersubjectivité majeure, puisque ça veut dire, je sais ce qui fait plaisir à l'autre, et ce qui fait plaisir à l'autre n'est pas forcément ce qui me fait plaisir à moi. Donc vous voyez, le suivi du regard, le pointage protodéclaratif et se faire plaisir à l'autre sont trois mouvements qui témoignent du fait que l'enfant commence à percevoir, à savoir, à sentir, à éprouver, à reconnaître que ce qui se passe dans la tête de l'autre et ce qui se passe dans la sienne n'est pas forcément la même chose. Et ces trois choses-là sont en jeu dans la lecture avec les tout-petits. Quand on lit un livre, on peut manifester son plaisir et l'enfant va venir regarder ce qui nous fait plaisir sur cette page-là. L'enfant va pouvoir montrer quelque chose sur la page qui l'intéresse et il va voir que l'adulte va aller regarder ce qu'il nous montre pour un tâche narratif. Et enfin, pour le jeu de faire semblant, ben un enfant qui lit, quand on lit avec un bébé, vous savez, avec un enfant, vous savez très bien qu'à partir d'un certain moment, il va pouvoir aller choisir des passages du livre dont il sait que ça lui fait plaisir à lui ou que ça nous fait plaisir à nous. C'est une situation exemplaire de travail de l'accès à l'intersubjectivité.
Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage de la lecture en tant que telle, mais c'est la mise, la mise en scène d'une situation incroyable où l'enfant et l'adulte sont ensemble dans l'émotion partagée. C'est pas toujours le plaisir, hein. Il y a des choses qui peuvent faire peur ou triste dans un livre, mais enfin, l'émotion partagée. Et on est ensemble dans cette émotion partagée, et quand même, je sais que déjà, toi et moi, on peut ressentir des choses différentes. C'est vraiment là un acte culturel qui favorise la différenciation et donc la reconnaissance par l'enfant de son propre monde interne et du monde interne de l'autre. En termes cognitifs, on pourrait parler de théorie de l'esprit, c'est-à-dire arriver à savoir que ce que l'autre a dans la tête est différent de ce que j'ai dans la tête en termes d'intention, de projet, de désir, et que pourtant, chaque monde interne est aussi respectable que l'autre. Et puis, je ne vais pas y insister parce que c'est un tout petit peu autre chose, mais quand on lit avec les bébés, vous savez qu'il y a une place pour le mamanet, pour le motherese, pour le baby talk, hein, c'est-à-dire une aide qu'on apporte au bébé pour entrer dans le langage. Bien entendu, il ne s'agit pas de parler bébé au bébé toute la journée, mais parler au bébé de temps en temps n'est en rien coupable. C'est plus compliqué avec le masque, d'ailleurs, hein, en ce moment, parce que ça cache un peu le bas du visage et l'articulation de la bouche, les mouvements de la bouche. Mais enfin, disons, oublions l'épidémie. Parler bébé à certains moments aux enfants, c'est leur montrer le plaisir qu'il y a à parler, c'est-à-dire que et à les intéresser au mouvement de l'autre. Parler le mamanet, le motherese permet, il faut parler plus lentement. Il faut s'approcher un petit peu du bébé dans ces fameux 30 à 40 cm qui lui permettent de mieux voir, de mieux accommoder visuellement. Et puis en parlant, on va parler un peu plus fort, c'est presque inévitable, hausser les sourcils. Et le mouvement de la partie supérieure du front intéresse énormément les bébés, la partie inférieure aussi, bon, enfin en ce moment c'est plus compliqué. Il faudra qu'on invente des masques transparents d'ailleurs pour la prochaine épidémie. Le projet est déjà à l'étude, je crois. Et on va surtout parler plus lentement et séparer un petit peu les mots, ce qui est très aidant parce que quand on parle vite, il n'y a aucune raison de penser qu'un enfant puisse décrypter tout seul où est le début d'une phrase, le début d'un mot, la fin d'un mot, tout ça va très vite. Voilà. Donc la segmentation de la phrase, le fait qu'on parle un peu plus fort, le fait qu'on parle un peu plus lentement, le fait qu'on s'approche, le fait qu'on hausse les sourcils, tout ça c'est comme une musique à laquelle on intéresse énormément. Et bon, c'est pas tout à fait le problème de la culture, donc je vais m'arrêter là sur ce point-là. Mais c'est quand même quelque chose qui l'intéresse au langage et qui lui montre surtout que acquérir le langage, s'approprier le langage, c'est une source de plaisir partagé aussi. Et c'est le moment pour moi de dire que les programmes purement quantitatifs d'enrichissement du langage à la crèche ou dans les lieux d'accueil sont une pure fumisterie. Il ne suffit pas de faire entendre 200, 300 ou 500 mots de plus aux enfants pour que leur destin langagier soit différent. On entre dans le langage si ça vaut la peine, c'est-à-dire si on sent que les autres s'intéressent à nos propres productions vocales et si on est entouré de personnes qui parlent de manière suffisamment intéressante et attractive pour le bébé, on retombe toujours et inlassablement sur la question du plaisir partagé. Mais on peut partager un plaisir pour dire des choses différentes. Donc là encore, on retombe sur la question de la culture. C'est toujours être ensemble dans la différence, ou être différent dans l'être ensemble. C'est ça la culture, c'est ça l'objet transitionnel, c'est quelque chose qui nous permet de nous différencier sans se lâcher. Je reviens à ça, de s'arracher, de se détacher sans s'arracher, de se distancier sans se perdre. La culture est évidemment un objet de partage, ça va de soi. Mais un objet de partage, ça ne suffit pas de dire ça. C'est un objet de partage aussi pour être différent. Et quand on emmène un enfant au musée, quand on emmène un enfant, même très jeune, au cinéma,
Ça peut-être on peut le laisser pour le débat, parce que je sais que tout le monde n'est pas pour le cinéma chez les bébés, mais si on n'en abuse pas, je crois qu'il a sa part à jouer aussi. Si on emmène un enfant voir des sculptures, voir des objets d'art, c'est à la fois être ensemble et c'est à la fois être différent sans risque de se lâcher. Ça, pour moi, c'est ça le phénomène, le fond du phénomène transitionnel, le fond en particulier de l'accès à la culture. Voilà, alors il faut aussi que je sache m'arrêter quand même pour laisser du temps à la discussion, j'imagine. Donc, dans ce programme LLC, langage, langue, culture, bien sûr, on a beaucoup parlé de la lecture dans les crèches et dans les lieux d'accueil divers, et aussi à l'école maternelle, évidemment. Mais on a aussi beaucoup parlé du modelage, avec tout ce que ça toutes ces ouvertures sur ce qu'on appelle la malléabilité. Je vais pas en parler maintenant pour pas surcharger. On a aussi beaucoup parlé donc un peu du cinéma. Ce qui me paraît important, c'est que quel que soit l'art plastique ou autre qui est convoqué, c'est que les objets subculturels soient justement vécus par les enfants, non pas comme un apprentissage, mais comme quelque chose qu'on va acquérir ensemble. Acquérir ensemble, c'est aller chercher ensemble. Hein. Même les bébés ont une appétence pour ça, si on l'entend, si on l'écoute, si on la respecte. On va aller chercher ça ensemble, parce qu'on pourra être ensemble, mais on pourra se distinguer l'un de l'autre. Ça, c'est le fond du problème. C'est un plaisir magnifique. Voilà, je vais m'arrêter en concluant sur quelque chose de triste quand même. Hein. Mais qui vaut la peine d'être souligné, parce que souvent on se demande qu'est-ce qui est spécifiquement humain. Et c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui est spécifiquement humain? Est-ce que, depuis longtemps déjà, on pense à cette phrase de Montaigne, de Rabelais, le rire est le propre de l'homme. C'est pas si sûr. Le rire est le propre de l'homme. Il y a des grands singes qui ont l'air de savoir rire. J'en sais rien moi-même, mais je crois que c'est vrai. Est-ce que le langage est le propre de l'homme? En grande partie, oui, mais il semblerait bien que là aussi, les grands singes aient des capacités quand même d'appropriation de certains segments de langage quand même assez étonnants. Voilà. Donc, c'est pas si sûr non plus. Est-ce que l'homme, l'homo sapiens sapiens, comme on dit, est-ce que l'homme est le seul à pouvoir réguler ses pulsions? Je ne sais pas ce que vous pensez du monde qui nous entoure, mais je ne suis pas sûr qu'il soit tout le temps en train de réguler ses pulsions, l'homo sapiens sapiens. Hein. Donc, c'est peut-être pas non plus quelque chose d'archi spécifique. Est-ce que l'homme est le seul à avoir une réflexivité, de penser qu'il pense, de penser qu'il parle? Peut-être, j'en sais rien, c'est difficile de savoir exactement. Mais il y a deux choses quand même qu'il faut souligner, qui sont frappantes. C'est que il y a un livre qui a été écrit, bien sûr, de Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain. Mais ce titre est assez trompeur, parce que la barbarie n'est que à visage humain. Ça, peut-être, c'est spécifique, malheureusement. La barbarie, on voit des animaux se battre, on voit des animaux se tuer pour posséder une nourriture, une femme, une femelle ou un territoire, c'est vrai, mais jamais un animal ne tue l'autre que pour le plaisir de lui faire du mal ou lui faire souffrir d'actes barbares. La barbarie n'est que à visage humain, donc ça c'est triste. Mais ce qui est moins triste, c'est de penser que la lecture est peut-être le propre de l'homme. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais encore vu de grands singes prendre un livre et travailler ça avec tout seul ou avec ses bébés. Et il y a eu un livre d'ailleurs très intéressant qui est paru il y a quelques années, une cinquantaine de textes d'auteurs de littérature jeunesse qui avaient été rassemblés sous un volume qui s'appelait Lire justement et le propre de l'homme. Qui renvoie à cette évidence forte. Alors, c'était une cinquantaine de textes d'auteurs de littérature jeunesse à qui on avait demandé d'expliquer pourquoi ils avaient choisi ce métier. Et c'est vraiment un petit bijou, ce livre, Lire est le propre de l'homme, et qui renvoie à cette évidence forte, je crois, et on n'y pense pas assez souvent, que lire avec les tout petits, c'est vraiment
les introduire dans l'humanitude, et on pourrait dire ça de tous les autres aspects de la culture, même si j'ai plus insisté ce soir sur la question du lire ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on ait le temps de discuter un peu. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère ne pas trop vous avoir attristé avec la barbarie qui n'est que humaine, mais je me rattrape en disant que peut-être la lecture aussi et la culture ne sont que humaines. Quand on dit qu'il y a des transmissions de culture chez les animaux, notamment dans le savoir-faire, avec des outils, des choses, etc., ce sont généralement, chez les grands singes, c'est une transmission d'apprentissage. Alors que ce que j'ai voulu essayer de montrer là, c'est que la culture avec les bébés humains, c'est pas tellement une question d'apprentissage, c'est une question d'appropriation de la culture qui nous entoure, d'un mouvement vers le dehors, d'un mouvement d'introjection. C'est pas une question d'apprentissage, c'est une acquisition. Acquérir la culture parce que ça nous permet d'être ensemble tout en se différenciant. Voilà, cours sans plus collectif. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse, Dominique. Attends, il faut que tu enlèves ton micro, là, Dominique. Oui, je pensais que je te remercie infiniment parce que tu nous as rendu clair beaucoup de choses de façon extrêmement synthétique et très, très agréable. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous et nos partenaires et l'ensemble des gens avec qui on travaille. Et ben, je pense que certaines personnes peuvent poser des questions, peut-être et intervenir si elles le souhaitent en se signalant à Françoise en levant la main. Hein. En tout cas, moi, j'ai du temps pour ça. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Oui, il suffit d'activer vos micros hein, si vous voulez parler, il n'y a pas de souci. Il y a Evelio là qui a envie d'intervenir. Il faut que tu enlèves ton micro. Merci beaucoup. Vraiment, on voit toute cette expérience par rapport à la petite enfance, toute cette réflexion à la fois en citant de grandes personnes, de grands personnages, de grands auteurs, et en même temps ce dialogue intérieur avec ces soucis d'essayer de comprendre en quoi consiste vraiment les éprouvés des enfants. Vous utilisez souvent le mot éprouvé comme une expérience interne dans laquelle on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Et que c'est à partir de cette éprouvé qu'il faudrait voir comment on peut accompagner les enfants pour avoir un déploiement de ces possibilités. Et on voit que ce concept-là, je n'avais jamais pensé à l'histoire que l'immaturité initiale, c'est plutôt positif parce qu'il donne des possibilités immenses, des déploiements des possibilités. C'est la diversité et le déploiement, c'est sans doute un des trésors de notre espèce. Hein. Voilà, voilà. Alors tout ce discours qui est centré sur cette idée de la part de l'enfant, et pour créer au début cet espace de l'intersubjectivité. C'est vrai que le langage et l'intersubjectivité sont indissociables, mais comment faire que nous soyons d'une manière claire dans l'esprit cette constitution des espaces psychiques différents. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait référence au pointage, j'ai quelque chose aussi qui m'a intéressé beaucoup. C'est vrai que quand un enfant montre quelque chose, finalement, il ne montre pas l'objet qu'il montre, mais il regarde pour voir si l'autre qui est à côté de lui est en train de faire attention. Absolument, absolument. Il montre qu'il montre. Voilà. Et je me suis toujours dit que c'est un moment tellement important de l'intersubjectivité, et en même temps que la psyché de l'enfant peut contenir une expérience interne. Oui. Il y a un espace psychique. Ouais. Et ça me fait penser parfois
à Freud quand il disait que la psyché était étendue et qu'elle l'ignorait. C'est-à-dire que l'acte montré met en scène qu'à l'intérieur du corps, il y a un espace psychique qui permet l'intersubjectivité. Oui. Ce que tu dis là me fait penser, je peux intervenir, je peux te répondre là. Ce que tu dis là est très, très important parce que, et vraiment, hein, je l'aurais suffisamment redit ce soir, mais je crois que une des clés, c'est la question du plaisir partagé. Parce que il n'y a pas d'apprentissage possible ou d'accès à la culture sans que ce soit un plaisir partagé. Ce qui veut dire, plaisir partagé au sens fort, c'est que l'adulte n'a pas peur de la distinction entre les deux mondes internes, parce qu'on reste ensemble quand même. Voilà, ça c'est vraiment, c'est central. Et de ce point de vue-là, la culture, les objets transitionnels, les phénomènes transitionnels ont une fonction qu'on appelle de tiers reliant. Quand on est psychanalyste, on pense trop souvent au tiers comme le père post-oedipien qui vient séparer la mère du bébé. Ça, c'est pas entièrement faux après l'Oedipe, mais c'est un peu caricatural quand même. Et la fonction paternelle au début, surtout pour le tout petit, bien avant l'Oedipe au sens classique du terme, le père pré-oedipien, pour dire comme ça, le père précoce, le père des débuts, c'est pas un père séparateur. C'est un père qui relie la mère et le bébé pour les aider en sa présence à se différencier. C'est pas du tout pareil. Et la culture, quelque part, est un père pré-oedipien, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'elle contient la mère et le bébé, elle leur donne un appui pour être ensemble et se séparer dans ce climat-là. C'est ce qu'on appelle aussi, chez les professionnels, enfin les psys de bébé, la fonction Sainte-Anne. La fonction Sainte-Anne, vous le savez peut-être, c'est André Green d'ailleurs qui a beaucoup parlé de ça. André Green qui en référence à Léonard de Vinci. À Léonard de Vinci, oui. André Green qui ne s'occupait pas beaucoup de bébés, mais qui a apporté beaucoup à ceux qui s'occupent de bébés. Et il a beaucoup étudié ce qu'on appelle les cartons de Londres. Son livre s'appelle L'inachèvement. Et il y a une œuvre de Léonard de Vinci, justement, qui montre Sainte Anne qui, sur ses genoux, a Marie, et Marie sur ses genoux à Jésus. Bon. Et ce que je vais vous dire est encore plus vrai dans les cartons préparatoires que dans le tableau final. Mais dans les cartons préparatoires au dessin, qui ne sont pas encore des peintures, mais qui sont des dessins magnifiques de Léonard de Vinci, ce qu'on voit, c'est que Sainte Anne est un objet d'arrière-plan comme un tiers reliant. Sainte Anne est comme un père pré-oedipien. Il a Marie sur les genoux, elle a Marie, pardon, sur ses genoux, et Jésus est sur les genoux de Marie. Et quand on regarde bien les cartons, on voit il y a 4 genoux, 2 genoux de Sainte Anne et 2 genoux de Marie, mais en fait c'est fait de telle sorte qu'on ne sait pas très bien si c'est un genou de Sainte Anne, puis un genou de Marie, puis le deuxième genou de Sainte Anne, puis le deuxième genou de Marie, ou si on a d'un côté les genoux de Sainte Anne et de l'autre côté les genoux de Marie. Tout ça est assez intriqué, fusionné, ce qui montre que Sainte Anne c'est la mère de Marie, que Sainte Anne est derrière Marie en appui d'arrière-plan très sécurisant. Et comme Marie est bien sécurisée, c'est ce qu'on appelle l'objet d'arrière-plan, Jésus qui est sur ses genoux peut non pas la regarder, mais se tourner vers l'extérieur. Et selon les cartons, c'est vers un petit mouton, ou vers un petit chien, ou vers autre chose. Et ce qu'on voit bien, c'est que le tiers reliant Sainte Anne, qui a Marie sur les genoux, la sécurité qu'elle apporte à Marie permet à Marie de transférer cette sécurité à l'enfant et lui permettre d'explorer le monde. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que l'enfant, il s'ouvre au monde, il s'ouvre à la culture, il s'ouvre au dehors, pourvu que l'adulte qui l'accompagne là soit lui-même bien sécurisé dans ses appuis psychiques, dans l'objet d'arrière-plan, comme on dit en psychanalyse. Voilà, donc le père pré-oedipien, ça peut être la grand-mère, ça peut être la société, ça peut être l'organisation sociale, ça peut être le tiers reliant. Le tiers reliant n'est pas séparateur de la mère et de l'enfant, il est nourricier de la dyade, il est contextualisateur de la dyade, et quand tout va bien, il permet justement à l'enfant d'aller s'ouvrir vers le dehors. Ce qui montre, par rapport au sujet de ce soir, c'est que aider un enfant
à aller vers, à accéder, à s'ouvrir à la culture, c'est une affaire transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'adulte c'est une affaire transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'adulte qui accompagne le bébé vers la culture, il faut que lui-même, il ait ses propres appuis psychiques suffisamment sécures par rapport par rapport au dehors. Hein. Un mot. Est-ce que à cette place-là, Marie Bonafé qui parle, Oui, oui. à cette place-là, est-ce qu'il n'y a pas un lieu privilégié pour le professionnel? Moi, je pense que toutes nos interventions... Pour je la pense que, oui, personne de la crèche, de la PMI, de la compte, mais je pense que toutes nos interventions... le petit incident. Alors, je ferai peut-être une différence entre les situations de soins et les situations d'accueil plus quotidiennes. Dans les situations de soins, dans les interventions précoces, qu'on choisisse une visite à domicile, qu'on choisisse une observation directe STABIC, ou qu'on choisisse des consultations thérapeutiques, enfin, toutes nos interventions précoces nous font, avec les bébés très jeunes, nous font intervenir en position de perte oedipien. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit homme ou femme. On vient ramener un tiers reliant là où quelque chose n'a pas fonctionné. Voilà. Alors pour les situations d'accueil plus quotidiennes avec des enfants qui vont bien, je ne sais pas si on peut dire exactement ça, peut-être que Myriam Ras a une idée là-dessus. Si l'enfant vit dans une famille qui est constituée déjà avec des tiers, quelle est exactement la fonction tierce du professionnel? Ça ne me choquerait pas, moi, de dire aussi qu'il occupe cette place. Je pointais la personne qui raconte une conteuse, quoi. Comment? Comment? Je pointais la place d'une conteuse ou d'une oui, lectrice. Oui. Une lectrice. Ah, ça sûrement. Mais les professionnels dans une crèche, par exemple, Myriam, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense, et c'est là où on peut faire le lien aussi avec les conteuses, c'est-à-dire que le professionnel, c'est effectivement un tiers reliant entre, par exemple, la maison et le lieu d'accueil. Hein, et entre le familial, le familier et une structure un petit peu plus extérieure, hein, qui ouvre aussi vers l'extérieur. Et je pense que la conteuse, c'est un rôle de passeur. Hein, voilà, et qui est probable, qu'on peut aussi appeler un rôle de tiers, hein, entre un espace interne et un espace extérieur et l'espace de l'autre. Pour moi, le conteur, absolument, il a cette fonction-là. Ce qui est parfois difficile à comprendre, c'est que le lien est déjà un tiers. Je laisse un peu de temps exprès pour voir ce que ma proposition suggère. C'est pour ça que je parle de tiers reliant. Le lien, c'est un tiers. Dans le jeu du Fort-Da, dans le jeu de la bobine, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, quand le petit-fils de Freud, qui a 18 mois, et qui, pour des raisons diverses, est confronté à des absences maternelles assez difficiles. Vers 18 mois, le petit-fils de Freud va prendre une bobine avec une ficelle, et il va se mettre, non pas dans le berceau, ça c'est très important, mais il va se mettre à l'extérieur du berceau, c'est-à-dire à la place de l'adulte parlant, et il va jouer avec sa bobine, en la tenant par la ficelle, et en faisant basculer la bobine dans le berceau. Elle disparaît, il la retire, elle réapparaît, et Freud ne remarque ce jeu qui probablement existait déjà avant chez son petit-fils, mais il le remarque parce que Freud est très intéressé par le langage, et là, le bébé commence à vocaliser ce jeu de la bobine, en disant « oh » quand la bobine disparaît, parce que « oh », Freud l'a interprété comme voulant dire « forte » en allemand, qui veut dire « loin », et « a », Freud a interprété le A comme voulant dire da, près, quand la bobine réapparaît. Donc on dit le jeu de la bobine ou le jeu du forte da, et pour des raisons qui sont propres à Freud, il n'a probablement remarqué ce jeu qu'à partir du moment où le petit garçon l'a vocalisé en disant O, A,
que Freud a entendu pour forte d'un. Bon. Mais dans ce jeu, et dans ce jeu-là, j'insiste, le bébé n'est pas dans le berceau. Ça n'aurait pas non plus la même signification. Il est en dehors du berceau, c'est-à-dire qu'il s'identifie à un adulte parlant. Et il vocalise son geste. Eh bien, dans toutes les interprétations, et elles sont multiples, de ce jeu de la bobine, je trouve qu'on n'a pas encore assez parlé de la ficelle. Parce qu'il y a la bobine, d'accord, mais le lieu du pouvoir pour le bébé, c'est la ficelle, c'est pas la bobine. Et il a la ficelle dans la main, et c'est avec la ficelle qu'il peut faire apparaître ou disparaître la bobine derrière le berceau, derrière la paroi de son berceau, de son lit plutôt. Voilà, donc ça c'est très important parce que la représentation des liens précède et de loin la représentation de l'objet. Et la culture est un lien. On dit parfois objet de la culture, d'accord, il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a tout ce qu'on veut, mais la culture c'est d'abord et avant tout un lien reliant et différenciateur. Et ça me permet de rajouter un petit quelque chose, si Dominique est d'accord. Je peux prendre 3 minutes de plus là, oui, avec plaisir. 3 minutes pour dire que quand on parle justement des objets et des représentations mentales qu'un enfant, qu'on se fait d'un objet, c'est un peu vague finalement. C'est un petit peu vague. Parce que il y a sans doute différents niveaux de la représentation d'objets. Quand on pense à quelqu'un, quand on pense à un objet, c'est au sens large, une personne, un lieu, une activité. Bon. Quand on pense à une personne, il n'y a pas simplement sa bobine, si j'ose m'exprimer ainsi par rapport au jeu de la bobine. Il n'y a pas simplement l'objet en tant qu'objet. On est aussi en train de, quand on pense à quelqu'un, on pense aussi à la place de cet objet pour nous. Et on pense aussi aux liens, on a la représentation des liens qu'on a avec cet objet, ou qu'on n'a pas, des bons liens ou des mauvais liens. Donc tout ça compose la représentation d'objet. Dans la représentation d'objet, il n'y a pas que la représentation de l'objet. Il y a aussi la représentation des liens qu'on a avec l'objet et la représentation de la place de l'objet. Juste une petite histoire pour l'anecdote, pour la culture justement. Il y a un livre très intéressant d'un psychanalyste américain, un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle, le psychanalyste s'appelle Darian Leader. Si vous voulez, je vous le marque, son nom là, sur la conversation. Darian Leader, comme un leader. Et c'est un psychanalyste qui est très féru d'art et qui a écrit un livre qui a été traduit en français sous le titre « Tout ce que l'art nous empêche de voir ». C'est un livre très foisonnant, très, très simple à lire, très, très, très riche, très intéressant. Et il nous apprend dans ce livre-là que la Joconde a été volée en 1911, qu'on l'a retrouvée en 1913, 2 ans après, dans le barrage d'un drôle de type. On ne sait pas très bien ce qu'il avait voulu en faire. Bon, il faut dire que même en 1911, sans doute, le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde n'était peut-être pas facile à revendre, hein, donc on l'a trouvé dans son garage 2 ans après. Mais Darian Leader nous apprend qu'il n'y a jamais eu autant de monde au Louvre qu'entre 1911 et 1913. Qu'à ce moment. Beaucoup plus de gens pour aller voir la place vide de la Joconde que pour aller voir la Joconde elle-même. Et Dieu sait s'il y a déjà du monde qui court pour aller voir la Joconde. Mais entre 1911 et 1913, ils avaient laissé la place vide et il y a eu une foule incroyable. Et il a tout un raisonnement très intéressant pour montrer, dans l'art moderne d'ailleurs en particulier, à quel point la place vide de l'objet, la place de l'objet, le creux de l'objet, l'autre, est importante et mobilisatrice. Voilà, donc se représenter la place de l'objet, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas encore l'objet lui-même, c'est la place de l'objet. Décidément, aujourd'hui, je n'arrête pas de parler de René Dietkin, mais il faut dire qu'il nous a tous impressionnés quand même. Il disait parfois, on s'étonne que certains enfants ne nous parlent pas en consultation. Et il disait, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'interroge le plus, c'est pourquoi tant d'enfants nous parlent si facilement alors qu'ils ne nous connaissent pas. Et à partir de là, on peut se dire que, en fait, un enfant qui naît, peut-être à titre de préconception d'ailleurs, il a déjà une certaine représentation, non pas du psychanalyste, du psychologue ou des parents ou de l'auxiliaire de crèche, mais de la place de l'adulte dont il a besoin. L'enfant naît néotène et il sent qu'il a besoin d'un autre secourable. La psychanalyse appelle ça le Nebenmensch, peu importe. L'enfant sent, il a comme préconception presque l'idée qu'il y a une place pour un adulte qui va l'aider à croître, à grandir, à entrer
dans le monde des signes, des significations. Et la place de l'objet, c'est une chose en soi. Et puis, avant que l'enfant puisse se représenter l'objet lui-même, la personne même, il y a la représentation des liens avec l'objet. Et donc, l'accès ensemble à la culture est une occasion privilégiée pour l'enfant d'observer le type de lien qu'il a avec l'autre. Est-ce que une proximité dans l'attachement, une résonance affective dans l'accordage affectif, est-ce qu'on vibre aux mêmes choses, est-ce qu'on ressent les mêmes choses? C'est un monde de mise en œuvre des liens. L'accès à la culture, encore une fois, avant de nous parler de l'autre, nous parle des liens avec l'autre dans cette ambiance de découverte. Vas-y, Marie. Marie. Je peux intervenir? Il y a quelqu'un qui intervient ou je peux intervenir? Non, non, vas-y, Marie. Non, non. C'est à toi, Marie. Alors, voilà, c'est tellement, c'est foisonnant, ça rejoint des choses que nous avons, enfin, il y a beaucoup à réfléchir. Alors, je vais prendre un point, mais à la fin, et je pense que c'était relié à beaucoup de choses que vous avez dit avant. C'est René Dierkin, bon, encore, c'est toujours notre référence. Bon, je n'insiste pas, c'est vraiment tout ce qu'il a pu dire de riche. Il insistait beaucoup sur le fait que le principe de réalité, la réalité des choses est très précoce, beaucoup plus qu'on ne le pense chez l'enfant. Et surtout, et dans les derniers points que vous avez dit, l'enfant, il a très tôt, très tôt, le petit bébé, la notion de ce que vous disiez, ce qui fait plaisir à l'autre n'est pas forcément ce qui fait plaisir à soi. C'est une chose qui me paraît, et j'ai envie de m'en en parler, pour plaider pour ce que nous essayons de développer, la lecture individuelle. La lecture individuelle dans le petit groupe. Et les enfants ont tout à fait la notion que chacun a besoin de sa propre lecture. Que chacun a besoin de... On a un petit film qui est sur notre site maintenant, et même sur Facebook, sur YouTube, qui montre comment chaque enfant a le respect de la lecture individuelle à l'autre. Et il attend, il est un petit peu observateur pour comment l'autre réagit. Et il me semble que une clé que vous avez donnée, c'est ça. C'est parce qu'il a très tôt une réalité, un sens de la réalité qui est la réalité du plaisir. C'est-à-dire de ce qui va faire plaisir à l'enfant, ce qui va faire plaisir à l'adulte et ce que l'auteur, illustrateur, je pense Jeanne HB dans Les Parrains, va être capable de montrer de ce jeu, de cet échange. Et ça, les enfants sont d'une pertinence par rapport à ça très tôt, à quelques mois. Je suis tout à fait d'accord ils vont saisir des choses de genre. Je suis vraiment d'accord avec vous, mais je n'ai pas bien compris, ou j'ai peut-être pas bien entendu. Vous disiez au début, c'est quelque chose de gênant à dire. Vous avez bien entendu? Vous n'avez pas dit ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je dis que nous insistons beaucoup pour ce fait que la lecture doit être individuelle, qu'on démarque souvent les heures du conte, et je dirais l'apprentissage de la lecture à l'école qui nécessite, en France, lire, c'est rattaché à l'école. C'est comme ça en France. Et la France est un pays de lecteurs, donc on ne peut pas totalement s'en prendre. Mais nous devons défendre les lectures de libraires, les lectures surtout de bibliothèques en France. C'est une lecture individuelle. Et pour les bébés, dans beaucoup d'endroits, on rencontre en groupe. Et moi, ça me paraît une hérésie par rapport à tout l'apport. Vous avez merveilleusement bien développé toutes les pistes qu'il y a. Bien sûr, il faut ça. En crèche, les enfants sont en groupe, mais il faut absolument faire des lectures individuelles dans un petit groupe que nous défendons. Et je trouve qu'il y avait beaucoup d'arguments, et notamment ça, cette conscience que l'enfant très vite, et que les auteurs exploitent beaucoup, ce qui fait plaisir à l'autre n'est pas forcément ce qui fait plaisir à moi. Voilà. Merci beaucoup de cette remarque. Bon, je vais prendre la parole encore une seconde, excusez-moi. L'histoire des tiers liens qui fait lien me fait penser à ce moment-là
c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'acquisition, de l'appropriation de la langue orale, le moment du babil, Mhm. les babils. Ouais. Que dans les babils, on constate qu'on peut savoir à quelle langue appartient les parents. Les babils nous montrent déjà quelque chose de très culturel parce qu'en fait, Une imprégnation culturelle. Ouais. voilà, la langue orale, comme vous dites parfaitement, la langue orale, elle ne s'enseigne pas, elle se transmet. Et par rapport à l'histoire des Anne, etc., on se rend compte que la langue orale que je parle, je l'ai reçue de mes parents. Ouais. Mais mes parents l'ont reçue de ses parents. Alors, il y a une continuité. Et précisément, les babils entrent dans ces mouvements-là. Et l'imprégnation, d'ailleurs, porte sur la partie musicale du langage. Voilà, voilà. La langue orale, c'est une musique socialement partagée. Absolument. Et le bébé commence déjà à construire sa voix à partir des voix qu'il a entendues. Alors, il y a une altérité inhérente à la voix. Ouais. Dans ma voix, quand je parle, je suis un porte-parole. L'expression en français porte-parole, c'est très belle parce qu'on porte dans sa parole la parole de ceux qui nous ont donné accès à la musique de la langue. Ouais. Et ça, je donne beaucoup d'importance à cela par rapport au fait qu'on peut se parler à soi-même. C'est-à-dire que pouvoir parler à l'autre et se parler à soi-même, c'est quelque chose qui sont en dialogue permanent. Je pense que la langue, pouvoir se parler à soi-même vient de cette expression que vous utilisez souvent, la capacité qu'a le bébé à éprouver quelque chose. Et cette expérience, d'ailleurs, parfois je suis sensible à certains mots dans les langues, par exemple le mot éprouver, je ne peux pas le traduire en espagnol. Je peux le traduire par ressentir, mais ce n'est pas exactement la même chose. Éprouver, c'est une expérience interne. Je ne pourrais pas même pas dire j'éprouve ce que vous éprouvez. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, hein? Mais c'est grâce à cette intériorité suprême, si on peut dire les choses comme ça, que l'intersubjectivité va pouvoir se créer. Mais quand vous, c'est magnifique ce que vous dites, Evelio. Mais quand tu dis que se parler à soi-même, tu crois que c'est une question qui n'appelle pas forcément de réponse, hein, mais j'avais envie de la poser quand même. Quand on se parle à soi-même, on se parle à partir de quelle place, tu crois? Je pense que l'altérité fait partie de la structure psychique. Et c'est parce qu'il y a un autre symbolique qui fait partie de mon structure psychique que je peux m'adresser à cet ordre-là. Donc je me parle de ce qui en moi est externe. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et par rapport à la pensée, parce que dans cette éprouvée-là, il y a déjà des embryons de pensée. Et ça me fait penser quelque chose qui disait à un moment donné, je trouvais en disant ça, quelque chose par rapport à Platon, qui disait que la pensée, c'était le dialogue de la psyché avec elle-même. Que traduit en un énoncé d'aujourd'hui, on pourrait dire quand on pense, on se parle d'une manière non consciente à soi-même. Et c'est parce qu'on peut réaliser cette opération-là qu'on peut parler aux autres, et on sait, vous avez fait référence à la théorie de l'esprit, on sait qu'on par projection, on va pouvoir penser que l'autre a les mêmes éprouvés antérieurs. Et c'est à ce niveau d'espace ici tellement profond de s'éprouver intersubjectif. J'ai mon éprouvé, l'autre il a son éprouvé. Ce sont des expériences qui nous différencient complètement, mais à l'intérieur de cette différence, nous pouvons nous poser l'un à l'autre. C'est pour cela que finalement le langage est un processus de reconnaissance réciproque de psyché à psyché. Quand je parle, je vais assister l'autre, et quand l'autre me répond, il me fait assister. C'est la fonction profonde du langage, c'est ça. C'est un processus de reconnaissance réciproque, comme exister, comme vous dites, le fait d'exister, de sujet à sujet. Tout à fait, d'accord. En tout cas, merci parce que votre exposé fait penser beaucoup de choses. Oui.
on a du travail. Alors, moi, je voulais faire part d'une dernière question, mais pas forcément pour avoir une réponse, mais est-ce que le langage écrit et le langage du récit n'est pas quelque chose qui amène encore une génération autour de Sainte-Anne, hein? Je me disais que là, parmi les choses optimistes de ces jours-ci, il y avait un chercheur qui avait réussi à décrypter une langue Oui, j'ai entendu ça. de 4000 ans et que personne n'avait jusqu'alors encore réussi à Déchiffré. décrypter, hein. Mhm. Et je trouvais que c'était probablement quand même, là, parmi les expériences humaines spécifiques, une chose tout à fait extraordinaire et spécifique, hein. Et donc, je pense que l'intérêt pour les bébés du langage écrit, c'est aussi quelque chose qui les emmène dans cette ronde de génération infinie, hein. Mhm. Enfin, je me pose cette question-là. Mais essaie de dire un petit peu plus le langage oral, d'accord, le langage écrit, l'intérêt des enfants pour le langage écrit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Le langage écrit, c'est quand même quelque chose qui est une constante qui circule à propos de ficelles et Oui, de oui, oui, liens et de. oui, oui. C'est un peu fragile, mais Mm. c'est un peu plus solide que le fil de l'araignée. Mais ça peut être Mm. représenté comme le fil de l'araignée. En t'écoutant, parce que je pensais il y a une réunion, un colloque, je ne sais pas comment on appelle ça, qui va avoir lieu, non pas samedi qui vient, mais l'autre, qui est organisé par Raja Charara sur les enfants fantômes, sur les Oui. enfants justement qui ne sont écrits nulle part, Mhm. au sens des inscriptions symboliques, voilà, Oui, oui, oui. et qui ont leur place dans ce qui est véhiculé oralement, dans le groupe, mais qui ne sont pas forcément inscrits à l'état civil dans un langage Mhm. écrit, Mhm. justement, hein. Et ça, ce que tu dis là me fait penser que peut-être le tiers reliant est quand même moins fort pour les générations des générations, comme on dit. Mhm. Ouais. C'est très intéressant. Je voulais dire quelque chose, je ne sais pas si je peux encore prendre. Jeanne, Jeanne, oui. Je veux dire, je suis très. Alors, je l'ai peut-être compris autrement, ce que Dominique vient de dire maintenant, mais j'ai trouvé très intéressant cette idée que quand vous disiez le langage écrit, moi j'ai entendu le texte du livre, ouais. qu'il rajoutait une génération à Sainte-Anne. Moi, j'ai le sentiment, parce que pour le moment, je travaille sur des livres sans texte pour toutes sortes de raisons qui sont plutôt de l'ordre justement de sortir de quelque chose d'utilitariste dans la rencontre avec le langage, et plutôt un échange joyeux avec entre le livre et le bébé. Mais cependant, je suis très attachée à la lecture du texte, je le dis beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que effectivement, le texte écrit avec sa permanence, le fait qu'il est reconnaissable à chaque lecture, il agit aussi comme une sorte d'enveloppe qui est un véritable objet culturel, comme vous l'avez tellement bien dit toute la soirée, qui fait lien. Et, il est pour moi, enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très cohérent dans ce que Dominique a dit et en lien avec la soirée de ce soir. Et j'avais envie de le dire parce que le texte, pour moi, il est en soi, c'est pas juste quelque chose qui accompagne l'image. Il est en soi un objet culturel et qui a toutes les fonctions que vous avez décrites aujourd'hui. Et je voulais rajouter aussi en lien avec ce que Marie a dit tout à l'heure que c'est ce rapport, cette approche de la culture, vous avez dit merveilleusement aujourd'hui, insisté sur le fait que c'est une acquisition. J'aime énormément cette idée-là qui vient effectivement peut-être de la manière la plus simple et la plus concrète, encourager cette fameuse lecture individuelle que nous défendons chez Accès, parce qu'elle est singulière. Chaque bébé
s'approprie façon de s'approprier. Oui. de façon très, très… Et ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec Myriam Ras, justement, qui a été la première à me dire qu'on n'apprend pas à parler, que c'est les enfants qui s'approprient le langage, et y compris peut-être les structures syntaxiques sûrement. Les structures syntaxiques sûrement. Après, il faut peut-être leur apporter un peu de matériaux en termes de vocabulaire, mais que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est d'aller vers le contenant langagier. Et peut-être ça peut servir un petit peu de mot de la fin, Dominique. Il y a un petit livre dont je me souviens qui s'appelle La nature humaine, qui était un petit livre merveilleux, un dialogue entre deux personnages énormes, hein, Michel Foucault d'un côté et Noam Chomsky de l'autre, et qui était interviewé par un journaliste, par un tiers d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, hein, ça montre toute l'ambiguïté du tiers. Enfin bref, c'était les deux personnes qui discutaient entre elles et qui cherchaient qu'est-ce qu'il y avait de spécifiquement humain. Donc tout à l'heure j'ai dit la barbarie et peut-être le fait de lire, mais eux ils ont eu une autre idée en passant par des chemins évidemment très différents, puisque l'un était linguiste et l'autre était philosophe, mais ils se sont rejoints sur l'idée que les bébés humains ont cette capacité de remonter au général à partir du particulier. Et que chaque bébé a accès à des petits échantillons de langage extrêmement différents les uns des autres. Certains bébés ont accès à un langage très imparfait, d'autres bébés ont accès à un langage plus riche. Mais de toute façon, même quand on vit dans une famille qui a un langage riche, par rapport au nombre de mots qui existent, c'est toujours extrêmement faible. Hein. Donc, et de même, le style linguistique est souvent toujours un peu répétitif. Voilà, donc chaque enfant humain a accès à un petit échantillon de la réalité du langage ou de la culture, et à partir de là, pourtant, il va remonter tout seul au code linguistique général. Et ça, c'est pour eux, en venant d'horizons épistémologiques différents, c'est ça qui serait spécifiquement humain, c'est cette capacité de généralisation à partir de petits échantillons. Donc peut-être que dans le langage, effectivement, là, ça renforce l'aspect acquisition dont Myriam parle, et ça relativise un petit peu l'aspect apprentissage. Juste. Voilà. Ben, merci beaucoup encore.